Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Aude Danu, la fondatrice de l'hôpital. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Bognon, anesthésiste réanimateur à l'hôpital Necker, qui fait aussi quelques incursions au ministère. Pour Thomas, communiquer, c'est soigner, et soigner, c'est accompagner. Et effectivement, si je réfléchis, ma mère était infirmière, hein, et donc effectivement, j'ai passé quelques soirées à l'assistance publique, à l'attendre à la sortie de son service. J'ai passé quelques mercredis dans ce qui s'appelait à l'époque le patronage, qui était une garderie en fait au sein de l'hôpital. Et ça a été mon premier contact, voilà, qui s'est fait petit à petit avec l'hôpital, avec ce milieu particulier quand même, mais voilà, qui était hyper intéressant. Comment tu voyais l'hôpital quand tu étais enfant ? Effectivement, je pense que je le voyais avec des yeux d'enfant finalement. Je le voyais avec des yeux d'enfant à attendre ma mère qui terminait effectivement son service. Je l'attendais pas des heures non plus, hein, faut pas abuser. Mais je le voyais comme un endroit où voilà, c'était son travail et je participais un petit peu comme quand on est enfant et qu'on est curieux finalement de découvrir le travail de ses parents. Et puis il y avait cette dimension ludique. Ouais, effectivement, il y a des gens qui ont dû recevoir des enveloppes du service de ma mère avec des tampons dans tous les sens parce que j'en faisais 10 bien et puis ensuite je pense qu'il y en a une ou deux qui étaient un petit peu en décalé pour voir ce que ça donnait. Et est-ce que tu trouvais que c'était un lieu accueillant ? Est-ce que tu te sentais bien dans l'hôpital ? Alors oui, j'ai jamais été embêté, même plus tard finalement il y a une odeur de l'hôpital, il y a quelque chose d'un peu étrange finalement quand on rentre, il y a les codes, on a nos habits, on a cette particularité quand même quand on rentre dans un hôpital, on sait qu'on est dans un hôpital, on sait qu'on n'est pas ailleurs, mais ça moi je le voyais pas étant enfant finalement. Je pense que je le voyais vraiment juste comme un endroit où effectivement c'était le travail de ma mère et je prenais pas conscience de tout ça. Alors, en étant déjà à l'aise comme ça dans un environnement qui pourtant met mal à l'aise pas mal de monde, peut-être que tu as eu une facilité, on va dire, à continuer à évoluer dans ce milieu. Alors, c'est quoi la suite ? Quand tu as grandi, comment ça s'est passé, la suite de ta relation avec l'hôpital ? Alors, la suite de ma relation avec l'hôpital, en fait, c'est mes 18 ans et mes parents qui me disent que sur l'été, j'ai pas mal de mois et que ça serait bien de travailler, hein, comme on peut faire comme quand on est étudiant ou quand on vient de finir le lycée. Et donc, le travail, finalement, assez naturellement, c'est essayer de trouver un moyen de rester à l'hôpital. Déjà, parce que à 18 ans, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire et faire médecine. Donc, je savais que j'avais envie d'y être et donc c'était une manière de découvrir l'hôpital. Alors effectivement, j'ai découvert comme agent hospitalier et ça, je pense que ça a été hyper important à la fois pour connaître l'hôpital sous un autre versant qui serait pas celui dans lequel j'exerce maintenant, mais qui est celui d'un travail d'équipe et avec justement le fait de prendre conscience de l'importance de chaque personne dans l'équipe hospitalière. Ce qu'on voit pas toujours quand on est externe parce que finalement nos formations hospitalières, elles sont encore beaucoup en silo et finalement l'élève infirmière suit l'infirmière, l'élève aide-soignant suit l'aide-soignant, l'externe suit l'interne et son chef. Mais quelquefois, on peut ne pas prendre conscience de toute la dimension équipe de l'hôpital. Et là, le fait de faire partie de ce niveau de l'hôpital qui était celui d'un agent hospitalier, ce qui n'existe plus maintenant, vu que maintenant il y a plutôt des équipes de ménage, mais c'était faire le ménage, c'était aider aux soins, c'était faire les toilettes, c'était hyper important, voilà. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué de cette période-là ? Alors oui, il y a effectivement une anecdote sur laquelle j'essaie de faire attention maintenant, c'est que j'essaie de pas marcher dans le mouillé. On dit qu'il y a certaines règles à l'hôpital dont justement on marche pas dans le mouillé. Et effectivement, on m'avait expliqué qu'il fallait que je nettoie la moitié d'un couloir. Donc je faisais attention à bien nettoyer la moitié d'un couloir. J'étais 18 ans, j'étais jeune, donc on m'avait donné une règle, je la suivais. Ce qui m'a valu d'ailleurs casser un balai comme ça en essayant de nettoyer des tâches qui étaient là depuis très très longtemps. Mais donc je nettoyais la moitié d'un couloir et systématiquement, je sais pas pourquoi, mais le chef de service passait dans le mouillé en fait. Beaucoup de gens se faisaient attention, mais il y avait quelques personnes, dont lui, qui passaient tout le temps dans le mouillé. Ça a été une idée de me dire plus tard, mais ça, il faut pas que je le fasse. Si quelqu'un vient de nettoyer un coin d'un couloir, c'est hyper important. Ça lui a pris du temps et donc voilà, j'essaye encore maintenant. Ça fait des fois sourire les dames de ménage, mais j'essaie de trouver une à l'aise ou un truc pour essayer de pas marcher dans le mouillé.
C'est amusant parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'hôpitaux qui proposent des vies ma vie et qui essayent de faire prendre conscience aux différents métiers de ce que vivent les autres professionnels. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu ce que tu as vécu, toi, finalement, à l'époque? Je pense qu'effectivement, c'est un peu... Oui, c'est carrément ce que j'ai vécu, parce qu'effectivement, ça m'a permis de vivre cette vie d'agent hospitalier. Ça m'a permis, sur quelques remplacements, de vivre une vie d'infirmier. Mais encore une fois, hein, j'étais pas infirmier à proprement parler. J'étais faisant fonction. Et à chaque fois, j'étais faisant fonction. J'avais pas non plus toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour le faire. Mais voilà, j'étais à un niveau où on pouvait quand même me laisser une partie d'autonomie avec d'autres collègues. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de conflits à l'hôpital ou de problèmes à l'hôpital qui naissent du fait que les gens ne savent pas le métier des autres. C'est un service qui râle sur un autre. Nous, on le voit beaucoup, par exemple, sur des enfants des fois qui doivent remonter de la salle de réveil dans les services, ou alors passer des services au bloc opératoire. Et on a beaucoup de services qui cohabitent ensemble et qui doivent travailler ensemble. Et je trouve que quelquefois, dans les conflits qui naissent, il y a quelquefois simplement une incompréhension de ce qu'est le travail de l'autre, ou est-ce que peut être à un moment la charge de travail qui va être partout pas la même. Effectivement, il y a une charge de travail importante, mais par contre qui peut être différente dans des timings. Effectivement, il y a certaines heures où la salle de réveil, quand elle est pleine, les enfants peuvent pas sortir, ça retarde l'ensemble du bloc opératoire. Dans le service, à ce moment-là, c'est le moment d'essayer effectivement de fluidifier la remontée des enfants. Et dans le service, de l'autre côté, c'est pas forcément le meilleur moment. Donc quelquefois, je pense que moi on essaye dans notre service maintenant que des infirmières de l'étage descendent en salle de réveil, et que des infirmières de salle de réveil, l'avantage c'est que certaines sont passées dans le service, mais qu'elles puissent savoir ce que font les autres et comprendre en fait. Je pense qu'il y a une grande partie de difficulté qui vient de l'incompréhension. Peut-être pareil avec finalement, je pense aux directions, enfin pas aux directions pour stigmatiser, mais quelquefois on oppose l'administratif et le soignant. Je pense que l'hôpital peut pas marcher l'un sans l'autre, mais ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'on se connaît pas assez. En fait, on n'a pas assez de passerelles pour savoir comment on gère un hôpital, et à contrario, quelquefois il y a peut-être des gens qui ont des idées un petit peu toutes faites sur la façon dont nous on soigne les patients. Et effectivement, ce vie ma vie, je pense qu'il est hyper important. Donc, 18 ans, tu démarres tes études de médecine, et puis à la fin de ces études, tu choisis une carrière d'anesthésiste réanimateur. Pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est comme d'habitude, hein, c'est des rencontres. C'est le fait de rencontrer un réanimateur dans les derniers moments finalement de mes stages d'externe, au moment où on se pose la question un petit peu de ce qu'on voudrait faire. Alors il y a ce concours, hein, bien entendu. On sait que c'est pas nous qui allons totalement choisir la donne, mais on se dit voilà que si on a le choix, on fera à un moment décider une spécialité. Et effectivement, moi je rencontre quelqu'un qui reste, même si on se voit pas assez, hyper important, parce que c'était quelqu'un qui me semblait correspondre à ce que j'aimerais être maintenant. Je sais pas si je le suis devenu, mais quelqu'un qui était sûr de ses choix, qui agissait correctement, quelqu'un qui était à l'écoute de ses familles, enfin des familles, à l'écoute de son personnel, et puis surtout quelqu'un qui nous a transmis cette envie de faire de l'anesthésie-réanimation. Et je pense que pas mal des externes qui sont passés par son service sont devenus maintenant anesthésistes réanimateurs. Un personnage inspirant. Oui. Alors, comment ça a commencé cette carrière d'anesthésiste réanimateur ? Est-ce que tu étais déjà en pédiatrie à l'époque ? Alors, oui, en fait, moi, j'ai pas beaucoup changé. Je fais un internat classique. À l'époque, on était sur 4 ans d'internat. Je passe à Necker. Je trouve une famille. Je trouve une famille dans cette réanimation. Et puis, je trouve quelque chose d'hyper intéressant. C'est la possibilité, et je pense que c'est là où c'est important dans notre double casquette, c'est de faire à la fois de l'anesthésie et de la réanimation. Parce que c'est un milieu un peu particulier qui est le milieu de l'anesthésie neurochirurgicale, en plus en pédiatrie. C'est-à-dire que si on voulait choisir une sous-spécialité, c'était le cas. Et donc voilà, ça permettait d'avoir une complémentarité, parce que finalement, ce qu'on fait au bloc opératoire est le début de la réanimation. C'est-à-dire que là, je pense que c'est vraiment dans cet endroit-là que notre métier prend tout son sens, de faire de l'anesthésie réanimation et d'avoir les deux casquettes. Parce que finalement, les erreurs qu'on peut commettre au bloc opératoire, ou les choses qu'on retarderait peut-être au bloc opératoire, peuvent retentir sur la réanimation. Et donc c'est important, voilà, d'avoir cette conscience, pareil, toujours dans l'idée du vie ma vie, un peu d'avoir cette idée de conscience de qu'est-ce qui va se passer au bloc opératoire.
opératoire. C'est-à-dire que ce que je prépare et ce que je fais au bloc opératoire, je le fais peut-être pas que pour mes 2 heures, 3 ou 4 heures d'intervention, mais je le fais peut-être pour les 48, 72 heures ou peut-être 2 semaines d'hospitalisation du patient. Donc oui, j'arrive à Necker, je trouve une famille qui vit des choses des fois difficiles, mais qui vit des choses extrêmement humaines, et une famille dans laquelle il y a des gens qui sont soudés, et ça c'est rassurant aussi quand on est jeune, de pouvoir arriver dans une équipe où on sent que il y a un potentiel de soutien aussi. Alors, anesthésier et réanimer des enfants qui ont des pathologies lourdes, ça doit être assez difficile psychologiquement. Comment t'as fait pour t'habituer et pour surmonter un peu ces difficultés? Alors oui, c'est une dimension particulière, c'est vrai. Encore une fois, je pense que probablement que oui, on est tous... Alors déjà, pourquoi la réanimation aussi? Je pense que j'avais besoin de faire des choses qui ont un effet rapide. J'avais besoin de voir un effet rapide de ce que je fais. C'est-à-dire que je me voyais pas dans une spécialité comme d'autres, mais encore une fois que je juge pas, hein, mais c'est quelque chose qui me correspondait pas, de suivre des patients extrêmement longtemps. Même si avec le temps, même si je souhaite pas aux enfants de revenir en réanimation, mais je trouve que quelquefois il y a un lien qui est hyper important quand certaines familles viennent ou reviennent pour d'autres interventions. On a noué justement cette relation, et elle est super importante. Après, voilà, psychologiquement, je pense que c'est aussi, encore une fois, l'équipe. C'est le fait d'avoir des gens plus âgés qui sont passés par ces situations-là, le fait de pouvoir en discuter avec eux, le fait de pouvoir en discuter aussi avec des collègues qui avaient le même âge et donc qui vivaient la même chose. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est ce soutien. C'est-à-dire que je pense que c'est encore une fois, l'anesthésie comme la réanimation, c'est pas des spécialités qu'on exerce seul. C'est des spécialités qui s'exercent en équipe et qui prennent vraiment tout leur sens dans la dimension de l'équipe. L'équipe, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi une équipe? Ah, qu'est-ce que c'est une équipe? J'ai un ami qui me dit des fois que moi je suis fait pour être un poisson, mais dans un banc de poissons, je suis pas forcément celui qui pilote, mais je me file bien dans le banc. L'équipe pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de personnes qui ont un même but. Ça veut pas dire qu'ils vont tous faire les choses en même temps, ça veut pas dire qu'ils vont faire tous les choses de la même façon, mais ils ont une même essence, ils ont une même envie, ils ont une même, je cherche mes mots. Et je vais pas le trouver, mais comment dire, essence, idée, envie, c'est pas ce que je cherche. Ils ont un but commun finalement. Voilà, je pense qu'une équipe, c'est important qu'elle ait un but et si ce que je cherchais, c'est des valeurs communes aussi, des valeurs communes du travailler ensemble. Alors, ce qui veut pas dire qu'encore une fois, c'est comme dans toute famille, hein, bien entendu, il peut y avoir des conflits de famille, mais je pense que cette notion, elle est importante dans l'équipe. Alors, pour régler les conflits, tu parlais tout à l'heure d'empathie, hein, de comprendre ce que fait l'autre. Évidemment, on pense aussi à la communication. La communication, c'est un peu aussi une de tes spécialités en dehors de l'anesthésie-réanimation, n'est-ce pas? Alors, je sais pas si je dirais que c'est une spécialité, mais tu commences à me connaître, Aude. J'ai été marqué par un autre chef de service qui m'a dit quelque chose que je pouvais pas comprendre quand j'étais interne, mais qui, quand il recevait les internes, nous demandait quel est votre topic. Et il vous demandait, voilà, vous allez faire de l'anesthésie-réanimation, c'est très bien, mais ça, plein d'autres gens le font. Qu'est-ce que vous allez faire qui fasse que votre exercice et votre passage dans la spécialité soit peut-être un peu différent, autre, personnalisé? Qu'est-ce qui va vous intéresser? Et je crois qu'effectivement, maintenant je le comprends, cette idée de tout ce qui est trait à la communication, oui, c'est un peu devenu mon topic. Est-ce que j'en suis un spécialiste? Non, avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que, je pense que en tant que soignant, j'ai pas été suffisamment formé à la communication, en tout cas pendant mes études. Je m'y suis intéressé, mais en même temps, j'ai été projeté dedans parce que la spécialité dans laquelle je suis finalement, avec le contact des familles, avec le contact des enfants, c'est une spécialité. Et puis encore une fois, avec le contact de l'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité qui finalement est très humaine. Et c'est une spécialité qu'on pourrait voir technique, qui paraît très technique de l'extérieur, mais finalement dans laquelle la dimension humaine est extrêmement importante. Communiquer, on pourrait dire que c'est comme respirer, hein, que c'est inné, que tout le monde sait le faire. Et pourtant, on a aussi parfois besoin de se former, d'aller plus loin. Est-ce que tu peux en dire plus sur la formation que toi, tu as créée?
Alors, avant même la formation, je vais te dire qu'effectivement, il y a cette phrase, je sais plus à qui elle est, hein, je vais en emprunter, mais encore une fois, si vous trouvez la source, c'est super. On a appris à parler, mais est-ce qu'on a appris à communiquer? C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous vocalement tout ce qu'il faut, des organes pour parler, mais est-ce que on a appris à communiquer, c'est-à-dire faire passer un message? Là, je suis un petit peu moins sûr des fois, et c'est un petit peu ce qui m'a amené à cette formation. Cette formation, elle vient du fait qu'au départ, moi, j'aimais bien la technique, j'aimais bien les mannequins. Il y avait ces mannequins il y avait ce processus pédagogique qui était la simulation qui arrivait en France, alors qu'il était déjà depuis quelques années dans d'autres pays. Et il y avait de la technique dedans, c'était super. On pouvait intuber les mannequins, on pouvait les réanimer, on pouvait les perfuser, on pouvait faire plein de choses. Et puis derrière, c'était commandé par un ordinateur. Et j'ai un petit côté geek qui m'allait bien, très bien là-dessus. Il fallait mettre des caméras, il fallait essayer de bricoler. Ça, c'était vers les années 2008 quand on a commencé avec l'équipe. Et donc là, je pars pour bien comprendre la simulation à ce moment-là, c'était plus pour apprendre des gestes chirurgicaux, c'est ça? Alors oui, des gestes d'anesthésie, enfin des gestes de réanimation, des gestes d'anesthésie réanimation, chirurgicaux aussi. Il y en avait déjà pour nos collègues chirurgiens aussi, mais effectivement, c'était une simulation qui était pour le coup plutôt au départ procédurale. Et puis de cette simulation procédurale, finalement, il y avait l'idée aussi de la communication et du fonctionnement de l'équipe. Et puis alors là, je me souviens plus du tout, mais comment c'est venu un jour, on s'est dit, mais pourquoi on fait pas une scénario là, on fait des scénarios d'arrêt cardiaque, on fait des scénarios des événements indésirables qui se passent au bloc opératoire, et je sais plus du tout comment on en est arrivé à faire un scénario sur la communication en famille. Ce que je sais, c'est que ce qui monte un peu les choses, c'est un projet qu'on fait en 2011 avec l'équipe d'Angers, que je salue au passage, même si le centre de simulation aussi a pas mal changé à Angers. Mais il y a cette équipe avec laquelle j'ai beaucoup pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce qu'ils ont réussi à réaliser des trucs super. Et donc je vais chez eux un jour, et ils font une formation avec un enfant qui a eu un hématome extradural, donc un hématome intracrânien qui nécessite de passer au bloc opératoire en urgence vitale immédiate. Et donc moi je leur propose de dire écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un truc où moi je vais faire le papa et on va m'annoncer, c'est-à-dire qu'on va coupler les deux scénarios. Et donc en fait 9 fois dans la journée on va m'annoncer que mon fils va passer au bloc opératoire, qu'il risque de mourir. Et donc voilà, là c'est le début un petit peu de la formation, parce qu'il y a cette première enquête qui amène plein de choses, qui nous fait réfléchir avec mes collègues d'Angers. Et puis ensuite, je commence à essayer de me dire, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Donc, on introduit dans les simulations qu'on fait à Necker de plus en plus un petit scénario de temps en temps de communication famille. Et puis, à un moment, on se dit, ça serait super de faire une formation que sur la communication famille. Ça vient progressivement, avec les difficultés de se dire, tiens, il faut trouver des fonds. Comment on fait pour trouver des fonds? Internet, recherche, mécènes, projet hospitalier, Fondation de France. Et là, voilà, je tombe sur le site de la Fondation de France qui a un projet sur l'humanisation des soins, auquel on va essayer de répondre. Et puis, par un hasard, je découvre, on se rend compte avec un de mes collègues qui est en fait le chef de service de l'autre réanimation. Là, je pense que je peux dire, c'est Philippe Hubert, parce que il est tellement impliqué dans ce projet que voilà, son nom est hyper important aussi. On se rend compte qu'on va quasiment déposer un projet pas totalement identique, mais pas totalement éloigné à la Fondation de France. Et là aussi, je pense que c'est un peu une anecdote, mais bon, maintenant ils le sauront a posteriori. On aurait été capable de leur envoyer sur 2 réanimations qui travaillaient sur le même étage des projets qui auraient été un petit peu en concurrence, mais sur la dynamique de la communication. Moi, je pense que si j'avais été le jury de la Fondation de France, je nous aurais renvoyé tous les deux dans les cordes en disant, mais attendez, vous voulez proposer d'améliorer la communication, mais vous êtes pas parlé au même étage. Je sais pas si ça aurait été très efficace, mais voilà. Donc, vous avez déposé le dossier ensemble? Oui, on a déposé ensemble. En fait, on s'est réunis et ça a été le début d'une belle aventure. Une belle aventure, encore une fois, de groupe. Je suis désolé, mais effectivement, le groupe a été hyper important aussi là-dedans, parce que même si on sait qu'il y a des leaders dans un groupe, même si on sait qu'il y a des gens qui vont à certains moments prendre ce lead, on sait aussi qu'à d'autres moments, justement, c'est agréable de pouvoir le laisser, de savoir que d'autres vont continuer un petit peu l'aventure si c'est nécessaire. Et donc oui, on dépose un dossier à la Fondation de France. On est sélectionné. Et donc là, c'est le début d'un projet où on a des fonds qui nous permettent de monter une formation, d'accéder à un centre de simulation, d'avoir des comédiens qui vont prendre le rôle des parents et d'avoir quelque chose qui commence à se tenir sur le plan formation. On avait déjà fait des pilotes dans lesquels nous-mêmes on essayait de jouer le rôle des parents, mais c'était pas exactement pareil qu'avec les comédiens avec lesquels on travaille.
Mais alors, à la base, dans ta formation d'anesthésiste réanimateur, t'avais pas du tout été formé à cette question d'annonce des mauvaises nouvelles. Je veux dire, en dehors d'une formation, on va dire sur le tas, grâce aux gens avec qui t'as travaillé quand t'étais jeune, à la fac, c'est pas quelque chose qu'on vous fait faire Alors, pas sous cette forme. Dans mon DES, il y avait quand même effectivement déjà des cours qui avaient attrait à l'éthique, qui avaient attrait à la communication aux familles. Il y avait aussi des cours qui avaient attrait à tout ce qui était don d'organes et approche, justement approche des proches dans le cadre d'un don d'organes, finalement, approche des familles, discussion avec les familles, puisqu'on est dans une situation extrêmement particulière. Par contre, dans ma faculté, enfin dans mon DES, non, il n'y avait pas ce type de formation. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'est vraiment des formations théoriques finalement, mais vous passiez pas encore à la pratique, c'est ça ? Alors, c'était des formations qui étaient théoriques dans les cours, c'était des formations par compagnonnage, parce qu'encore une fois, je pense que il y a quelque chose d'extrêmement important dans notre formation, c'est d'avoir aussi cette dynamique du vécu hospitalier. Donc il y avait des choses qu'on voyait à l'hôpital, il y avait des choses auxquelles on pouvait être mis aussi, on nous laissait la possibilité des fois de communiquer avec les familles, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de simulation, enfin en tout cas quand moi je fais mon DES à Paris, il n'y a pas à ce moment-là de formation à la communication pour les internes d'anesthésie-réanimation. Est-ce que ça a changé ça aujourd'hui ? Est-ce que ça a changé ? Oui, il y a un peu plus. Oui, bien sûr, il y a au cours du DES maintenant, il y a un peu plus effectivement d'approche pratique, mais parce que aussi la simulation finalement s'est introduit dans les DES, c'est-à-dire que cet outil pédagogique que nous on a découvert mais de façon un petit peu exceptionnelle parce que finalement à l'époque il n'y avait pas de labo de simulation à la fac, on allait chez un industriel qui était un fabricant de respirateurs mais qui avait son propre centre de simulation et donc le passage sur simulation ça restait quelque chose d'anecdotique. Maintenant nos internes sont parfaitement formés à la simulation, c'est-à-dire que au cours de leurs 5 années, déjà le DES a pris 1 an de plus, mais au cours de leurs 5 années d'études, ils ont des passages en simulation. Et dans ces passages en simulation, il y a aussi, oui, des choses qui sont autour de la communication. C'est marrant parce que quand tu expliques comment fonctionne la formation, tu insistes bien sur le fait que tous les métiers paramédicaux sont aussi inclus dans cette formation. À l'hôpital, on a parfois tendance à séparer les personnels médicaux et paramédicaux. Et toi, ça a été une volonté de faire une formation commune ? Alors c'était une volonté effectivement du groupe de à un moment pouvoir étendre ces formations parce que au départ on avait prévu des formations pour les internes et puis rapidement on savait que nos collègues aides-soignants, notre collègue infirmier et alors il y en a d'autres bien entendu parce qu'on n'a pas fait une formation pour les kinés mais il y a une multitude finalement de métiers qui interagissent à l'hôpital. Mais on sait que nos collègues infirmiers, finalement, ils sont peut-être encore plus que nous au contact des familles et ils vivent des choses qui sont peut-être similaires mais en même temps différentes. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand le docteur rentre dans la pièce, quelquefois un énervement ou une agitation va diminuer. Il y a ce côté effet blouse blanche qui arrive, il y a ce côté effet du docteur qui calme, ce qui est pas toujours le cas non plus. Mais je pense que c'était important justement dans cette formation de les amener aussi à pouvoir en bénéficier, mais en bénéficier sur les thématiques qui étaient les plus importantes pour elles. Et là, je pense qu'effectivement, un des écueils, ça aurait été de dire que c'est des soignants docteurs qui vont créer une formation pour les paramédicaux, alors que là, ce qu'on a fait, c'était leur donner la possibilité, c'est-à-dire les fonds qu'on avait été chercher, le début de nos cours, qu'elles assistent à la formation qu'on faisait, et de leur dire, voilà, maintenant, essayez de voir entre vous quelles sont vos problématiques de communication qui vous sont propres, finalement, dans votre rôle métier, finalement, dans votre rôle paramédical. Et donc, est-ce que vous pouvez créer une formation qui réponde à ces attentes ? Parce que quelquefois, en termes de communication, même si les familles sont les mêmes, même si la réanimation est la même, les situations de communication entre les soignants et les familles sont pas forcément les mêmes. Nous, on est beaucoup dans notre formation sur des dynamiques d'entretien, c'est-à-dire qu'on est dans un salon d'entretien reconstitué. Pour les infirmières, on est dans des situations qui se passent au lit du patient, c'est-à-dire dans une chambre de réanimation reconstituée. Et puis là, on essaye maintenant, tu parlais d'équipe, on essaye maintenant de réfléchir à ce que c'est que l'interprofessionnalité en communication. C'est-à-dire comment dans un entretien, quand il y a un infirmier et un docteur, on va réussir à ce que tout le monde ait une place dans cet entretien. Et on va réussir aussi à ce que les soignants
paramédicaux puissent prendre le relais si des fois le soignant médical a des difficultés aussi. Et ça, c'est important, mais encore une fois, c'est difficile pour nous parce que c'est quelque chose déjà l'interprofessionnalité, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important, mais l'interprofessionnalité dans la communication, c'est quelque chose que on défriche, nous, on n'est pas encore très à l'aise dessus. Alors du coup, je vais un peu te provoquer. À quoi elle sert ta formation ? À quoi elle sert ma formation ? Bon, effectivement, dans un premier temps, ce qu'on essaie d'expliquer assez rapidement aux internes et aux soignants qui viennent faire cette formation, parce que c'est une formation qui est à destination des internes, mais aussi des soignants paramédicaux, ça on pourra en reparler. On leur dit qu'on n'a pas de recette toute faite, que la communication c'est quelque chose d'extrêmement personnel, c'est aussi la communication d'un instant, la communication de deux personnes, enfin deux entités qui sont la famille et les soignants qui vont se rencontrer, surtout dans notre milieu, l'anesthésie-réanimation, où les familles nous connaissent pas et donc chacun se connaît pas. Je prends des fois l'image un petit peu de Forrest Gump avec la boîte de chocolat, on sait pas comment ça va se passer. Donc notre formation, si elle avait un but, ça serait de prendre un instant, de faire une pause et d'essayer de réfléchir à sa propre façon de communiquer. Si à la fin de la journée, les apprenants qui viennent à cette formation sont capables de se dire tiens, effectivement, maintenant, je vais essayer de demander aux autres comment je communique. Tiens, maintenant, je vais regarder comment les autres communiquent. Je vais essayer de retrouver quels sont les mécanismes de défense qu'ils ont mis en place aussi pour... tu me demandais tout à l'heure comment on supporte ce vécu un peu difficile de l'anesthésie-réanimation pédiatrique. On a aussi nos propres modes de défense, c'est-à-dire que on vit avec. C'est des mécanismes qui sont inconscients, donc on s'en rend pas compte. Et dans ces mécanismes inconscients, il y a aussi des fois de la communication. Alors là, du coup, je suis curieuse. Tu as des exemples un peu de ces mécanismes-là ? Personnel de moi, je sais pas. Éventuellement. C'est difficile, c'est pas moi qu'il faut interviewer. Ou ceux que tu as repérés chez les autres. Oui, effectivement, on a un mécanisme de défense, mais je vais rester assez sobre parce que je pense que c'est aussi très personnel et c'est pas évident finalement de c'est un mécanisme de défense, donc les psychologues nous disent que c'est quelque chose qui est là pour protéger notre psyché, donc je pense que c'est effectivement extrêmement important. Il y a quelque chose en pédiatrique, c'est souvent nous on dit que tout est tout petit. C'est des fois on entend parler d'un petit hématome, on va faire une petite opération, ce sera un petit cathéter. Alors effectivement, même notre matériel, il est adapté à la pédiatrie, il est petit, mais finalement, ça reste un cathéter, ça reste une opération, ça reste une réanimation, ça reste un hématome. Des fois, de notre côté, on a cette volonté d'essayer de faire passer que c'est petit. Alors, je sais pas si c'est lié au fait de la pédiatrie ou c'est lié au fait qu'on a envie de réassurer aussi les familles avec lesquelles on est. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de doser finalement dans les annonces qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi de la communication au quotidien. Il y a cette difficulté des fois de doser la gravité. Des fois, il y a un versant des réanimateurs qui est de tout de suite aller au plus grave, parce qu'on se dit, de toute façon, si j'ai annoncé le pire à la famille, si les choses évoluent favorablement, ça voudra dire que je suis un excellent réanimateur. Si les choses vont dans la gravité initiale, parce qu'effectivement le tableau est grave initialement, ça sera ce que j'ai annoncé. Et quand on écoute les familles, elles nous demandent quand même de laisser une place à l'espoir. Elles nous demandent justement de donner des exemples quelquefois où ça s'est bien passé. Et c'est toute cette difficulté pour nous de doser dans des fois des phases d'incertitude. Par exemple, quand on est à l'accueil d'un enfant qui vient d'être renversé par une voiture, on n'a pas d'idée de comment vont être écrites les prochaines 24-36 heures. Moi, comme je dis des fois aux parents, si effectivement tout était écrit, ce serait tellement plus simple de leur dire les choses qui sont agréables ou pas agréables à entendre, mais au moins ça serait facile. Non, il y a une grande part d'incertitude, et ça, c'est toute la difficulté pour nous de justement de laisser cette part à l'incertitude aussi dans notre communication. Mais, sauf quand vraiment il n'y a aucun espoir, de laisser aussi quelquefois une porte à des choses que nous, on va pas forcément maîtriser, qui est effectivement une forme d'espoir. Et il faut trouver le juste milieu, parce que notre but, c'est que effectivement les parents sont dans la même sphère d'information que nous. Mais voilà, c'est une alchimie un peu difficile à trouver. Dans ce que tu dis et dans ta manière d'aborder les choses, on sent beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Est-ce que tu penses que ça peut manquer parfois à l'hôpital ? Je parle à la fois de ton métier, de la pédiatrie, mais aussi à beaucoup plus grande échelle.
Alors moi, je vis dans le microcosme de la pédiatrie, qui est un monde un petit peu où on pourrait imaginer que c'est le monde des bisounours. Nous, on chante à l'entrée d'un bloc opératoire. Les enfants, comme on le parlait, rentrent des fois dans des voitures. Ils rentrent avec nos smartphones en regardant des fois l'épisode préféré de Peppa Pig ou de n'importe quel dessin animé qu'ils aiment. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un côté bienveillance qui est différent en pédiatrie de ce qu'on entend des fois du vécu de l'adulte. Non pas que l'adulte soit encore une fois un milieu abrupt. Il y a plein de collègues en milieu adultes qui chantent, il y a plein de collègues qui font de l'hypnose, qui accompagnent aussi plein de leurs patients. Mais c'est vrai qu'en pédiatrie, on a cette dimension peut-être affective qui est extrêmement importante. On sait ce que c'est que en étant parent soi-même, on sait aussi ce que c'est que de laisser un enfant au bloc opératoire. On n'espère pas savoir ce que c'est que de recevoir d'accompagner un enfant en réanimation. Mais oui, cette bienveillance, elle est importante. Et l'hôpital, ça paraît quand même, quand on écoute à proprement parler un petit peu la population en général, quand on écoute finalement le public hospitalier, quelquefois on est un peu surpris. Effectivement, oui, l'hôpital, ça peut être un milieu rude. Après, souvent, je pense qu'aussi on entend ce qui s'est mal passé. On a du mal des fois à entendre ce qui s'est bien passé. Peut-être que les gens ont du mal à parler sur ce qui s'est bien passé aussi. Fort de ces expériences, tu as été aussi sollicité par le ministère de la Santé, là où tu travailles aujourd'hui aussi à temps partiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que tu cherches à faire dans cette équipe ? Alors, ce que je cherche déjà, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir cette proposition de venir travailler dans ce qu'on appelle l'administration centrale, le ministère de la Santé, que je connaissais pas forcément très bien. Et ça, c'est important. Et je remercie Clémence de m'avoir donné cette possibilité. Ce que j'aimerais, c'est finalement que le chemin qui nous a conduit à monter cette formation, que peut-être les difficultés qu'on a pu avoir, soient de plus en plus facilitées finalement pour les soignants. C'est-à-dire que je pense que on reste à l'hôpital à la fois par la dimension du soin qui est extrêmement importante, mais aussi, et encore une fois, c'est dépendant des personnes et c'est pas une obligation non plus. Mais je pense que il y a certaines personnes qui vont avoir envie de faire quelque chose de différent quelquefois. Il y a des gens qui vont avoir envie de constituer une aventure, une expérience qui va elle aussi peut-être pouvoir transformer ou en tout cas amener à réfléchir sur le métier qu'ils pratiquent. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir accompagner ces soignants. C'est important de pouvoir, un petit peu comme on a fait avec les infirmières, de leur donner la possibilité que les idées, elles viennent des gens qui sont au contact finalement du terrain, mais qu'elles soient portées par l'ensemble. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas le but d'opposer encore une fois l'administration et les soignants. Le but, c'est justement que les gens qui sont au contact du soin puissent faire émerger des idées, que ces idées elles soient entendues au niveau du management et que ces idées elles soient portées ensuite par le groupe. Parce que ça a aucun sens que des idées elles soient portées que par le management mais sans l'aval des soignants, et ça a aucun sens à contrario aussi que des idées elles soient portées que par les soignants s'il n'y a pas l'aval du management. C'est-à-dire qu'encore une fois on est une équipe aussi au sein de l'hôpital, et donc là on est sur une autre équipe qui est l'équipe entière hospitalière, c'est-à-dire les soignants et les gens qui permettent à l'hôpital et aux soignants de travailler aussi. C'est marrant parce que tu dis les soignants et les autres. Et moi, j'avais déjà entendu dans la bouche d'un ami, Olivier, qui sera peut-être d'ailleurs interviewé bientôt, que ceux qui permettent de soigner sont eux aussi eux-mêmes des soignants. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense que... Alors, c'est difficile cette question parce qu'encore une fois, il y a toujours ces catégories à l'hôpital. Mais finalement, si on revient à ce qu'on disait dans l'équipe, finalement, l'équipe, c'est qu'elle ait un but commun. Et je pense que voilà, on est tous, quelle que soit sa fonction à l'hôpital, dans le but commun qui est celui de l'hôpital, c'est-à-dire de soigner et d'accompagner. Donc c'est difficile. Est-ce qu'on est tous des soignants ? On participe tous, en tout cas, à ce qui est du soin, ça c'est sûr. Avec nos compétences respectives. Moi, je serais bien incapable de gérer un hôpital et je pense que je dormirais mal quelquefois s'il y a des déficits importants. Je serais pas incapable d'avoir cette gestion financière. Et pourtant, dans mon métier, j'ai pas envie de l'avoir cette gestion financière. J'ai pas envie de la de la connaître dans mon but qui est le soin.
Par contre, si je prends un petit peu de recul, et là, oui, j'en ai pris en passant dans l'administration, enfin au ministère de la Santé, je me rends compte il y a une dimension qui est importante aussi. Il faut qu'il y ait une comptabilité à l'hôpital. L'hôpital peut pas non plus, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Et du coup, ton hôpital idéal, il ressemble à quoi? Mon hôpital idéal, il ressemble à quoi? Mon hôpital idéal, il ressemble à quelque chose qui est assez transversal dans les prises de décision. C'est-à-dire que j'ai découvert un peu de design thinking. Je sais pas si on peut totalement tout appliquer au design thinking, mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir le retour des personnes qui sont à la fois sur le terrain, mais essayer d'avoir un retour le plus exhaustif possible. Une sorte de retour à 360 degrés quand on est dans une activité de soins. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un chef, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une personne qui décide à un moment, parce qu'effectivement, il y a un poids de la décision. D'ailleurs, ce poids de la décision, finalement, il peut être partagé en équipe, parce que ça permet aussi quelquefois les décisions, elles peuvent être difficiles à porter. Et donc, je pense que c'est aussi important quand c'est une équipe qui porte certaines décisions, et justement pas un individu. Et ce qui est important pour moi aussi dans cette idée, c'est l'idée de l'information. C'est-à-dire d'être capable de communiquer aussi, et là c'est un autre versant auquel j'essaie de réfléchir aussi, qui est la communication entre soignants. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important de partager les informations. Or quelquefois dans les services, on se rend compte qu'on est encore un petit peu dans chacun notre service, on monte chacun notre projet de notre côté, on a du mal des fois à partager nos projets. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont envie aussi de transformer l'hôpital, de monter leur projet, de faire changer un peu les choses, les faire évoluer en tout cas à leur échelle, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors si je prends un petit peu le parcours des 5 dernières années et puis même le parcours de mon passage depuis le moment où j'ai mis les pieds dans un hôpital, mais ça va pas te surprendre, hein, c'est d'être capable de trouver une bonne équipe, d'être capable de travailler avec des gens avec lesquels ils ont envie de travailler, et de dépasser ce que va être le travail, parce que encore une fois, dans tous ces projets de transformation, il y a une grande part finalement d'implication, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut se retrousser les manches parce que tout n'est pas forcément facile, et donc c'est super de le faire avec des gens quand on le fait dans de bonnes conditions. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai vraiment cette idée d'avoir envie de travailler en équipe, ce qui est pas forcément évident non plus, hein, parce que peut-être que pour les autres personnes, pour les personnes qui travaillent avec moi dans cette équipe, ça serait à eux de dire si effectivement on est des bons coéquipiers, mais en tout cas, moi j'essaye qu'on avance tous ensemble. Et après, une fois que tu as trouvé la bonne équipe, qu'est-ce que je fais? Une fois que tu as trouvé la bonne équipe, il faut se poser les bons problèmes. Il faut probablement, pareil, je me souviens plus de qui est cette maxime, de dire que il faut être capable de se dire que il y a des problèmes qui sont peut-être pour l'instant difficiles à résoudre, et que peut-être qu'il faut commencer par ce qui est à notre portée, commencer à ce qui est possible à être résolu, plutôt que d'essayer d'avoir des projets qui sont d'emblée pharaoniques et qui peut-être vont pas fonctionner. C'est-à-dire que j'aurais envie de dire que peut-être que c'est les petites transformations qui après vont s'accumuler entre elles et vont ouvrir la porte à des transformations plus importantes. Mais d'emblée dire j'arrive dans un endroit et je veux tout révolutionner, ça je suis pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, j'arrive dans un endroit, je trouve les personnes avec lesquelles je vois qu'il y a des affinités sur une volonté de changement, il y a des affinités sur aussi prendre du recul sur la façon de travailler. Et ça, c'est pas évident non plus, parce que je crois que à l'hôpital, dans une activité de soins ou dans une activité finalement aussi administrative, hein, quelle que soit l'activité, il y a une dimension du temps qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que c'est une activité qui est prenante, c'est un métier qui est prenant, ça c'est sûr, et c'est pas évident d'avoir quelquefois des temps pour prendre du recul. Prendre du recul pour réfléchir, prendre du recul pour aussi être capable de se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de transformer. Ça c'est le sujet de mon mémoire j'ai eu la chance d'être sélectionné aussi pour l'EMAM, l'école de management de la PHP, et
je sais pas si ce sera le titre final, mais en tout cas, j'essaye d'imaginer que ces temps non cliniques, c'est-à-dire ces temps où les personnels soignants sont pas dans une mission de soins, mais sont dans une mission qui peut être complètement différente, que ce soit une mission de formation pour eux-mêmes, que ce soit une mission de créer des formations pour d'autres, que ce soit des missions de réfléchir à leur pratique, et ben comment ces missions-là sont aussi des leviers d'attractivité et de fidélisation. Je pense que j'ai une spécialité qui peut s'exercer dans de multiples façons, à l'hôpital comme à l'extérieur de l'hôpital. Et pour moi, une des missions justement de l'hôpital, et même quand on n'est pas universitaire, parce que effectivement à l'hôpital il y a cette voie royale qui est finalement la voie qui nous est donnée, enfin cette voie qui paraît royale, qui est celle de devenir un moment universitaire et donc en étant professeur universitaire de changer le service. Je pense qu'en fait ce changement il devrait être à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, mais avec le temps justement. Et ça c'est important et je pense que ce qui fait aussi que des soignants vont rester à l'hôpital, c'est si on leur donne cette possibilité d'avoir ce temps pour prendre du recul. Et d'avoir un impact aussi sur la manière dont fonctionne l'hôpital. Alors avoir un impact, oui, encore une fois, c'est difficile de dire si toutes les choses sur lesquelles on réfléchit ont toujours un impact, mais en tout cas avoir cette opportunité de se poser la question déjà. Et ça, c'est extrêmement important finalement. Moi, je crois que c'est une très belle manière de conclure ce podcast. Il y a une petite question que je pose à chaque fois, qui est tout simplement, à ton avis, qui devrait être le prochain ou la prochaine invitée ? Je vais dénoncer François Jolin. François, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un aussi qui a un parcours atypique. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces personnes qui ont eu le courage de refaire des études de médecine en ayant déjà commencé des études autres, c'est-à-dire que ils ont eu envie encore de continuer à être étudiants très très longtemps, même si c'est des études où on devient assez rapidement finalement aussi acteur de nos études. Et François, il a une vraie volonté aussi de transformation. Il a aussi une vraie volonté, et ça je pense qu'on le partage, de l'idée de ce que c'est qu'un groupe, parce qu'encore une fois, il a monté ce groupe sur les facteurs humains. Parce que je pense que les valeurs qu'il porte avec justement cette idée de s'intéresser à tout ce qui est facteurs humains, erreurs en santé, c'est des choses extrêmement importantes. Et c'est des domaines pareils qui ont peut-être pas été assez enseignés. En tout cas, quand moi j'étais à l'école des docteurs, c'était pas forcément ce qui nous semblait le plus important. Or, après quelques années de pratique, on se rend compte de l'importance justement de toute cette discipline qui nous est un petit peu méconnue. Mais j'ai envie de dire plus que ça, la force de ce qu'a réussi François, c'est quelque chose qui m'impressionne dans le fait d'avoir mis autour de la table des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Et ça, je pense que c'est extrêmement aussi important. Et si on revenait sur l'hôpital, je pense qu'il y a quelque chose qui serait extrêmement important pour l'hôpital, c'est d'être capable justement aussi de s'ouvrir à d'autres disciplines. Il le fait déjà, encore une fois, il le fait déjà, mais qu'il le fasse de façon encore plus importante sur des disciplines de sciences humaines. Merci Thomas. Je retiens une petite phrase assez anecdotique de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Donc quand tu avais 18 ans et que tu lavais les couloirs, tu essayais de laver des tâches aussi anciennes que l'hôpital. C'était peut-être pas en vain, et en tout cas c'est, je pense, ce que tous les transformateurs qu'on interviewe dans ce podcast essayent de faire, et peut-être que si on s'y met extrêmement nombreux, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Et rendez-vous mercredi dans 15 jours pour le prochain épisode.